Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet qui nous concerne tous, le modèle social français. On va décortiquer ensemble ces mécanismes, voir comment ils fonctionnent concrètement et aussi, bien sûr, les grands défis qui se posent à lui. Alors la question de fond, la question de départ, c'est vraiment celle-ci. Comment est-ce qu'on fait concrètement pour passer d'une situation où les revenus sont très inégaux à une société qu'on voudrait plus juste, plus équitable? C'est tout l'enjeu des politiques sociales. Voici le plan de route qu'on va suivre. On va commencer par le point de départ, les inégalités. Ensuite, on verra la redistribution en action, puis le rôle de la fiscalité. On mesurera l'impact sur les revenus, on expliquera ce qu'est la protection sociale et on terminera sur les défis actuels du système. Allez, c'est parti. Ok, première étape, les inégalités. C'est notre point de départ. Il faut bien comprendre que avant même que l'État n'intervienne, aucune société n'est parfaitement égalitaire. Il y a toujours des déséquilibres. Et le truc, c'est que ces inégalités, elles ne s'additionnent pas simplement, elles se multiplient. C'est un vrai cercle vicieux. Une inégalité en entraîne une autre, que ce soit en matière de santé, de logement et bien sûr d'éducation. Le niveau de diplôme des parents, par exemple, a un impact énorme sur l'avenir des enfants. Et regardez l'emploi, le taux de chômage des non-diplômés, c'est juste 4 fois plus élevé que pour les diplômés du supérieur. C'est énorme. On voit bien là que ces inégalités sont interconnectées. Alors, face à cette situation, comment l'État peut-il agir ? Eh bien, il a un outil principal, la redistribution. C'est un mot-clé. Et cette redistribution, elle fonctionne de deux manières très différentes qu'il faut bien comprendre. Voilà les deux grands types. D'un côté, la redistribution verticale. Là, l'idée est simple. On prend un peu aux plus aisés pour donner aux moins aisés. L'objectif, c'est de réduire l'écart entre le haut et le bas de l'échelle des revenus. Et de l'autre côté, on a la redistribution horizontale. Ça, c'est différent. C'est une sorte de solidarité face aux accidents de la vie. Par exemple, des gens qui travaillent cotisent pour ceux qui sont au chômage, ou les actifs cotisent pour les retraités. Ce n'est pas une question de richesse, mais de situation à un moment T. Et derrière ces mécanismes, il y a deux grandes logiques, deux philosophies si on veut. D'abord, la logique d'assurance. C'est le principe du « j'ai cotisé, donc j'ai droit ». C'est comme une assurance en fait. On paye des cotisations quand on travaille, et si on perd son emploi ou qu'on part à la retraite, on reçoit des allocations en retour. Et puis, il y a la logique d'assistance. Là, c'est la pure solidarité. On aide les gens parce qu'ils en ont besoin, qu'ils aient cotisé ou non. C'est le fameux filet de sécurité pour ceux qui n'ont rien d'autre. Bon, maintenant qu'on a vu les principes, une question se pose. Comment on finance tout ça ? Eh bien, principalement avec les impôts. La fiscalité, c'est vraiment le moteur de la redistribution. Mais attention, c'est une arme à double tranchant, et on va voir pourquoi. Le premier type d'impôt, c'est l'impôt progressif. L'exemple que tout le monde connaît, c'est l'impôt sur le revenu. L'idée, c'est que le taux d'imposition augmente avec le revenu. En clair, plus on gagne, plus le pourcentage qu'on verse est élevé. C'est l'outil par excellence de la redistribution verticale, celle qui vise à réduire les écarts de richesse. À l'opposé, on a l'impôt proportionnel. Le meilleur exemple, c'est la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée qu'on paie sur presque tout ce qu'on achète. Là, le taux est le même pour tout le monde. Que l'on soit milliardaire ou smicard, on paie 20% de TVA sur un yaourt. Et on voit bien le problème, en proportion du revenu, cet impôt pèse beaucoup plus lourd sur les ménages modestes. Et c'est là qu'on touche au grand paradoxe du système français. On a un impôt sur le revenu qui est très progressif, qui est censé réduire les inégalités, mais en réalité, il ne représente qu'une petite partie des recettes de l'État. La plus grosse source de revenus, de loin, c'est la TVA. Donc l'impôt le moins juste, le moins redistributif, est celui qui rapporte le plus. C'est un vrai sujet. Ok, on a vu la théorie, les mécanismes, mais la vraie question c'est, est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que tout ça a un impact réel sur les inégalités de revenus ? C'est ce qu'on va mesurer maintenant. Pour faire cette mesure, on doit bien différencier deux notions essentielles. D'abord, le revenu primaire. C'est le revenu brut, si on veut. Les salaires, les revenus du patrimoine, bref, tout ce qu'un ménage gagne avant que l'État n'intervienne. Et ensuite, le revenu disponible. Ça, c'est ce qui reste vraiment dans la poche à la fin du mois, une fois qu'on a payé les impôts et reçu les aides sociales. C'est avec ça qu'on vit, qu'on consomme, qu'on épargne. Et maintenant, regardons les chiffres parce qu'ils sont extrêmement parlants. Si on prend les revenus primaires, donc avant toute redistribution, l'écart est colossal. Les 20% les plus riches gagnent en moyenne 8,4 fois plus que les 20% les plus pauvres. C'est un rapport de 1 à plus de 8. Le fossé est immense. Mais ça, c'est avant. Maintenant, on fait tourner la machine de la redistribution. Les impôts d'un côté, les aides sociales de l'autre. Et voilà le résultat. Après l'action de l'État, l'écart n'est plus de 8,4, mais de 4,29. Il a été quasiment divisé par 2. C'est une réduction massive des inégalités. C'est la preuve, en chiffres, que le système fonctionne. Pour les experts, on mesure ça aussi avec l'indice de Gini. Plus cet indice est proche de 0,
moins il y a d'inégalités. Et en France, la redistribution fait littéralement plonger cet indice. C'est l'un des effets les plus marqués en Europe. Bon, toute cette belle mécanique de redistribution, elle a un nom. C'est ce qu'on appelle la protection sociale. C'est en quelque sorte l'architecture globale qui soutient tout le système. Alors, la protection sociale, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est l'ensemble de tous les mécanismes qui nous protègent collectivement contre les risques sociaux. C'est un peu technique comme terme, mais en gros, ce sont les coups durs de la vie. Tomber malade, perdre son emploi, vieillir, avoir des enfants. L'idée, c'est de faire en sorte qu'un de ces événements ne se transforme pas en catastrophe financière pour les individus. Et pour financer cette protection, d'où vient l'argent? Eh bien, la grande majorité, plus de 60%, vient des cotisations sociales. Ce sont les prélèvements sur les salaires payés à la fois par les salariés et les employeurs. Le reste vient d'impôts spécifiques comme la CSG et de contributions de l'État. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le système repose avant tout sur le travail. Et ça, c'est un point crucial. Si l'économie ralentit et que le chômage monte, ça pose un énorme problème de financement. Alors, on a vu que le système est efficace pour réduire les inégalités. Mais il ne faut pas se voiler la face, il est aujourd'hui confronté à des défis immenses. Des défis qui remettent en question sa capacité à durer dans le temps. Le premier de ces défis, et c'est un chiffre qui fait mal, c'est celui-ci, 14,4%. C'est la part de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Malgré tout le système de redistribution, ça représente plus de 9 millions de personnes. C'est la preuve que le système a ses limites. Et au-delà de la pauvreté qui persiste, le modèle est pris dans un véritable effet ciseau. D'un côté, les dépenses explosent, on vit plus longtemps, donc les dépenses de retraite et de santé augmentent mécaniquement. Et de l'autre côté, les recettes sont sous pression. On a une population qui vieillit, donc moins d'actifs pour cotiser, et dans un contexte de compétition mondiale, c'est très difficile d'augmenter les prélèvements sur les entreprises. Et au milieu de tout ça, un chiffre terrible, 1 enfant sur 5 vit dans une famille pauvre. Tout ça nous amène à la question finale, la plus importante peut-être. Ce modèle, qu'on a construit au fil des décennies, est-il encore adapté au monde de demain? Comment le réformer? Comment l'adapter pour qu'il continue de protéger sans pour autant compromettre l'avenir? C'est tout l'enjeu des années à venir.